Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Ça fait de nombreuses années que je suis sensibilisé à certains types de vulnérabilité en accompagnant plusieurs équipes de personnes en situation de handicap auprès d'associations. Mais ce sujet de la vulnérabilité a pris une autre tournure dans mon esprit le 10 novembre 2024, quand j'ai vu 2 grandes voiles parmi tous les bateaux qui prenaient le départ du Vendée Globe. 2 grandes voiles dont le sponsor n'était pas Maître Coq, Charal ou Sodebo, mais le mot « vulnérable », écrit en gros sur ces 2 bateaux. 2 grandes voiles de 2 IMOCA, respectivement skippés par Thomas Ruyant et Sam Goodchild, et financés par Advance, spécialiste de la cybersécurité qui a placé la vulnérabilité au cœur de sa raison d'être. C'est donc pendant ces 100 jours de navigation du Vendée Globe, en suivant chaque jour ces 2 bateaux vulnérables, que je me suis mis à réfléchir sur cette notion de vulnérabilité en entreprise. Que j'ai pu réfléchir à l'expérience consentie de la vulnérabilité, comme celle des skippers du Vendée Globe par exemple. Mais aussi réfléchir à l'expérience subie de la vulnérabilité, comme celle des personnes atteintes de maladies, de handicap, exclues, isolées, et qui sont aussi tous les jours autour de nous en entreprise. Et dans ce podcast, où l'on veut contribuer au nouveau leadership dont le monde a besoin, j'ai donc naturellement eu envie d'aborder ce thème de la vulnérabilité avec vous. En y réfléchissant, j'ai décidé de l'aborder en 2 épisodes, parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 enjeux importants quand on parle de vulnérabilité. Un premier enjeu, du dirigeant vis-à-vis de lui-même. Pour chaque leader, l'enjeu de réaliser, de comprendre, d'assumer, et au final d'intégrer sa propre vulnérabilité dans son rôle de dirigeant. Et ça, on en parlera dans un prochain épisode. Le second, celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui du dirigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. L'enjeu du chef d'équipe qui doit composer avec les vulnérabilités des autres et mieux intégrer ces vulnérabilités dans ses pratiques managériales. L'enjeu du chef d'équipe qui doit aussi outiller ses collaborateurs à faire face aux adversités pour mobiliser, pour réussir à en faire une force pour le collectif. Alors, pour aborder cet aspect, pas si développé, j'ai l'impression, du leadership, je suis aujourd'hui confortablement installé avec Boutena Burkel. Boutena est spécialiste de conseil en stratégie et en organisation depuis plus de 15 ans. C'est la fondatrice et dirigeante du cabinet The Helper, qui travaille à la fois sur la vulnérabilité sociale et le capital humain. Elle enseigne aussi le leadership et le management, et elle est l'auteure d'un livre qui s'appelle « Manager les vulnérabilités en pratique » que j'ai beaucoup aimé. Autant dire que nous sommes entre de bonnes mains pour parler de ce sujet des vulnérabilités en entreprise. Boutena, bonjour. Bonjour et merci pour cette belle introduction, et ça nous met déjà avec un embrun marin que j'adore, donc le vent va souffler. Ah bah si tu me prends par ma passion, laissons le vent souffler. C'est ça. On va border les voiles. C'est ça. Dans les conversations et dans les épisodes de Chiche, c'est l'invité qui se présente lui-même en 1 minute. Si tu le veux bien, je vais te laisser te présenter et j'aimerais bien que tu nous parles en particulier des moments dans ta carrière où tu as pu expérimenter une vraie vulnérabilité chez les collaborateurs et puis la façon dont tu l'as gérée. Alors, je m'appelle Boutena Burkel. Je vais cacher mon âge, mais avec plus de 15 ans d'expérience, vous faites le compte. Pour me présenter, je dirais qu'effectivement, dans toute ma carrière, il y a eu des moments qui m'ont plus marqué que d'autres, et à chaque fois, ces moments-là ont été des moments de grande vulnérabilité, voire de fragilité des autres personnes, où on s'est connecté tout d'un coup. Et effectivement, il y a aussi du rejet. J'ai aussi vécu du rejet, mais j'ai aussi observé du rejet. Et c'est certainement ça qui a fait que je voulais écrire un livre. Voilà, tout simplement.
Un livre pour aider justement à gérer ces vulnérabilités avec des aspects très pratiques, très concrets. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je tiens à préciser qu'en fait, le sujet du livre est arrivé grâce à mes clients. Bien sûr, il y avait un vécu, il y avait quelque chose qui était là et je n'osais pas écrire sur le sujet parce que il y avait si peu d'écrits, il y avait des écrits, mais si peu aussi pratiques. Et en fait, l'arrivée de mes clients en disant, en fait, là, nos managers croulent sous la charge du travail et ils ne savent plus par où prendre le bout du sujet, comment arriver à en parler, comment résoudre ces conflits. C'est ça qui m'a vraiment poussé et déclenché ce processus d'écriture qui était déjà là. C'est intéressant parce que la question que je me posais en préparant l'entretien, c'était finalement pourquoi le thème de la vulnérabilité était en tout cas en train de prendre une place qu'il n'avait pas pris, et c'est une bonne nouvelle en entreprise. Et en discutant un petit peu ensemble, tu me parlais de l'État-providence ou en tout cas d'un rôle que l'entreprise reprenait. Tu peux poser le contexte comme ça avant qu'on rentre concrètement dans... Avec plaisir, mais en fait, ce qu'il faut arriver à voir, c'est que le pacte social tel qu'il est posé dans les entreprises et dans la macroéconomie globale d'un pays tel que la France, c'est que il y a la possibilité d'un ascenseur social par le travail et que les personnes qui vivent des événements difficiles vont être prises en charge, en particulier par l'État, parce que il y a un pacte social global qui joue sa solidarité, sa fraternité à ce moment-là. Sauf que, d'une certaine manière, on l'entend tous les jours dans l'actualité, le système est à bout de souffle, pour plein de raisons, mais il est à bout de souffle. Donc, il y a des personnes qui subissent, qui vivent et qui traversent encore des événements. Et pour autant, il y a moins de soutien qui va venir par les pouvoirs publics. Mais ces personnes-là sont non seulement des personnes citoyennes, mais elles sont aussi des travailleuses. C'est aussi des personnes, des entrepreneurs, des dirigeants, des salariés de toute forme et de contributeurs de valeur ajoutée. Donc, il y a quelque chose qui se joue structurellement sur l'écosystème professionnel. Sauf que les entreprises voient bien que ce système-là ne marche plus. Déjà parce qu'on peut beaucoup moins recruter de personnes parce qu'on a beaucoup moins de budget. Et ensuite, que les personnes qu'on pourrait recruter, elles aussi, elles sont vulnérables pour plein de raisons. Et que, voilà, d'une certaine manière, l'entreprise est amenée, de ce fait, à devoir gérer, à prendre en compte et à prendre en charge. Elle va structurellement être amenée à gérer de plus en plus de crises qui va fragiliser son organisation. Et ce que tu dis, cette entreprise qui est coincée en fait entre son rôle de créer de la valeur, mais aussi un rôle qu'elle prend de plus en plus dans la société. Oui. Et dans ce contexte-là, j'ai l'impression que les dirigeants et les managers, en fait, ils sont pas tous très bien outillés pour gérer cette vulnérabilité, ou en tout cas ce nouveau rôle face à cette vulnérabilité dans les équipes. Ça reste un peu flou. On a du mal à déchiffrer quand on creuse. Je me suis aperçu en fait que on mélangeait parfois un peu les choses, et voilà, ma proposition dans notre discussion là à ce moment, c'était peut-être d'essayer de reposer un peu, de recadrer et quand j'ai préparé, et je me suis dit que cet épisode c'était l'occasion parfaite d'y voir un peu plus clair. Alors je vais essayer de préciser un peu les choses et je te laisserai en dire un peu plus pour nous aider là dans notre cheminement. Le mot vulnérable, si je regarde le dictionnaire, c'est être blessable. La vulnérabilité au travail, c'est donc la possibilité pour un individu de subir des effets négatifs. C'est en fait très lié à la condition même du collaborateur, des changements d'organisation, des défis personnels, des crises économiques, des crises sanitaires. C'est comme ça que tu définirais, toi, la vulnérabilité en entreprise ? On a fait un long travail de recherche sur la question de ce mot-là au travail, de vulnérabilité. Et on a mené même des focus group, des entretiens sur ce que voulait dire pour les personnes la fragilité, le handicap, les maladies, tout ce qui va autour du mot vulnérable. Je vais prendre un exemple. Une personne en fauteuil roulant, mais qui est dans un bureau. Est-ce que vous allez voir la différence ? Est-ce qu'elle va sous-performer ? A priori, non. Par contre, si la personne en situation de vulnérabilité, car elle est en fauteuil roulant, pour X ou Y raison,
doit se déplacer pour faire un rendez-vous client et que sur tout le chemin, son rendez-vous n'est pas prévu avec toute l'accessibilité. On change de chemin même. C'est pas le chemin habituel. Cela va générer une charge mentale. Ça ne veut pas dire que ça va générer une sous-performance. La personne en situation de vulnérabilité, en l'occurrence, va avoir besoin d'un peu plus de temps pour faire son assessment, trouver les bons moyens pour passer, trouver les bons accès. Le faire une fois, c'est pas ça qui va générer la fragilité, parce que l'humain est solide. C'est ça tout le paradoxe. L'humain est vulnérable et il est solide. Par contre, le faire à plusieurs reprises et être exposé aux mêmes remarques, voire à une situation plus aggravée de remarques, là, ça finit par générer des situations multiples. Le rôle de l'entreprise en prenant ce rôle-là, c'est de développer les conditions nécessaires qui permettent à la personne de ne pas se sentir en faillite, en échec physique, professionnel, émotionnel. On parle de la vulnérabilité, tu mentionnais le mot fragilité, oui. qui veut dire briser. En fait, on peut briser une chose, comme tu le dis, parfois on peut aussi briser une personne. Pour bien remettre en perspective, la fragilité, ça serait donc un état qui découle d'une vulnérabilité mal gérée. En fait, la fragilité, c'est un peu la conséquence de la vulnérabilité qui n'a pas été soutenue ou bien gérée. C'est ça la fragilité ? Marc, entre nous, oui. Tu as quel âge ? 55 ans. Est-ce que tu te considères vulnérable ? Parfois. Ouais. C'est normal, on est vulnérable. Est-ce que tes clients te considèrent comme fragile ? Je pense pas. Voilà. Si on prend une personne de ton âge, mais qui est salariée, qui a fait toute sa carrière dans la même entreprise d'ingénierie, qui a évolué, mais qui a eu quelques obstacles politiques, on va dire, dans sa carrière, et qui commence à se dire quand même là... je veux sortir de cette entreprise, je me sens pas bien, j'étouffe, j'ai fait le tour, on me propose pas d'autres propositions, qu'est-ce que je peux faire ? Toutes les personnes autour de lui vont lui dire « mais ça va pas, tu sors à cet âge-là, oh mon Dieu, ça va être horrible, tu vas pas trouver du travail. » Oui, mais je fais quoi ? Et on a eu pas mal d'entretiens avec des personnes, effectivement, d'un certain âge, qui ont commencé à exprimer, de dire, en fait, nous, on se sentait pas fragile, mais l'écosystème nous perçoit comme ça, nos employeurs nous perçoivent comme ça. La conclusion que je me fais aussi de ça, c'est que l'on soit en situation de fragilité, qu'on soit faible ou pas, en fait, on est tous vulnérables. Oui. Mais ça pourrait prendre l'exemple des personnes qui ont vécu un cancer. Elles se soignent. Au moment où elles sont en train de se soigner, elles sont particulièrement fragiles. Est-ce que pour autant, quand elles vont se soigner et qu'elles sont en rémission, voire guéries, est-ce que pour autant, elles sont affaiblies ? Les études montrent que typiquement, les personnes vont changer de perspective parce qu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu. Elles vont changer de perspective. Ça ne veut pas dire qu'elles sont affaiblies. Par contre, à leur arrivée au travail, quand elles vont revenir au travail, comme elles ont vécu une expérience transformatrice, elles vont être dans une forme d'attente, mais aussi avec des conditions physiques différentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'humain au travail, on considère qu'il doit être en pleine capacité de détermination. C'est à lui de s'auto-déterminer. Si tu veux, tu peux. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Cette capacité de détermination, on l'a transférée à l'individu par le développement personnel. Et du coup, on considère que toutes les personnes, non, elle peut évoluer, elle peut s'épanouir, il n'y a pas de raison. Sauf que derrière, il y a des conditions qui vont faire que, effectivement, et ça, l'exemple d'un retour de congé thérapeutique, je ne sais même pas comment on peut l'appeler comme ça, mais d'une pause médicale nécessaire au retour, c'est très compliqué par les personnes car elles sont considérées comme faibles, alors qu'elles sont pleines de cette envie, de cette énergie, voire parfois effectivement usées par ce processus, mais elles ne se voient pas comme faibles. Et là, le choc entre la perception et la réalité
C'est ça qui génère un mal-être au travail. Et c'est le rôle du manager. Le manager. Et c'est pour ça que c'est une forme de responsabilité qui est très forte, très importante, qui repose sur les épaules du manager, à qui on dit, Martine, elle est de retour, hein. Il va falloir faire en sorte que ça se passe bien. Alors ça, c'est une transition parfaite pour notre conversation, parce que dans ce podcast Chiche, on réfléchit sur la façon de réinventer son leadership, d'être un dirigeant, de contribuer au nouveau leadership dont le monde a besoin. Et donc ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que j'aimerais bien qu'on aborde aussi la position justement et le rôle du manager, du leader dans ce contexte de vulnérabilité. J'ai l'impression que tout ça, c'est pas évident pour un manager, pour un dirigeant. Et la première difficulté réside souvent dans le manque de connaissances, parce qu'au fond, on n'est pas entraîné. Ton constat sur ces dirigeants dans ce contexte-là, c'est lequel ? Mon constat, c'est que d'abord, on fait reposer sur le manager pas mal de choses, parce que les organisations en elles-mêmes ont changé. On a réduit les équipes pour être plus agiles, plus rapides, moins bureaucratiques. On a moins de temps à gérer des équipes beaucoup plus étendues. Et donc, on a transféré d'une certaine manière, ce temps-là qu'avait le manager pour écouter, pour accompagner. D'une certaine manière, le manager aujourd'hui a des responsabilités différentes et on attend beaucoup de lui. C'est là aussi, on lui a augmenté sa charge de travail et ses responsabilités. On parle de leadership, alors qu'avant, un manager, en fait, il appliquait sa fiche de poste, ses activités, et puis chacun faisait à sa sauce, quoi. Maintenant, il a le droit à des pléthores de formations, il doit être à l'écoute et en même temps performatif, il doit être agile et en même temps créatif. Ça fait beaucoup d'adjectifs pour lui. Et donc, avec ça, quel est le temps qu'il accorde à ses équipes? Moi, j'ai eu des entretiens où, en fait, les personnes me disaient j'ai besoin de 2 jours par semaine, en fait, pour faire le tour de mes équipes. Mais je le fais pas. Donc, finalement, ils font des petites réunions le matin du lundi. Et encore, s'il n'y a pas eu d'urgence qui est venue balayer tout ça. Et donc, le manager est dans cette complexité et dans cette rapidité, cette vélocité permanente, où finalement, l'attention devient d'une rareté extrême. C'est effectivement ce qui rend le rôle du dirigeant plus complexe. J'ai l'impression aussi que finalement, on considère le management comme une promotion alors que ça devrait être une compétence. Parfois, on dit, bah voilà, tiens, t'es promu, t'as une équipe, et c'est plus un parcours qu'une compétence. Oui, après, c'est le fameux principe de Peter, ou bien ce qu'a déployé Isabelle Barthes dans la Charistocratie, le pouvoir des pires. C'est cette idée que finalement, on va préférer des personnes qui appliquent la bureaucratie de l'organisation plutôt que des personnes qui sont intuitivement intéressés par le fait relationnel ou par l'interpersonnel. Et c'est aussi ça qui est parfois problématique sur les situations de vulnérabilité, c'est que même les personnes en situation de vulnérabilité attendent que le manager les écoute, sans pour autant agir, sauf que forcément, quand on a une fragilité qui est... je vais prendre un exemple, une bipolarité par exemple. Ça veut dire qu'il faut adapter les situations de travail. Ça veut dire qu'il faut potentiellement travailler sur l'interpersonnel avec les équipes pour s'adapter à la personne. Mais qui va faire ça? C'est pas le responsable RH. C'est le manager qui va devoir comprendre que veut dire cette situation de vulnérabilité, quel va être l'impact sur le travail. On est dans une constatation de finalement cette compréhension du rôle de dirigeant, de manager. Dans ton livre, tu consacres plusieurs chapitres à des outils, ou en tout cas à des recommandations très concrètes, pour justement aider les dirigeants, les managers, à jouer leur rôle par rapport à ce contexte de vulnérabilité. Tu consacres un chapitre notamment sur donner le cadre. Le rôle du dirigeant, c'est de donner un cadre. Donner un cadre, c'est ce qui permet souvent d'inclure les équipes dans la boucle, ce qui permet aussi d'éviter les incompréhensions.
Donc, est-ce que tu pourrais finalement nous replacer cet enjeu en quelques phrases du cadre? Je trouve que c'est une des parties les plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'on est dans un environnement qui est particulièrement mouvant et donner un cadre dans quelque chose qui est très incertain devient vraiment une compétence très précieuse. Donc, donner un cadre pour un manager, ça veut dire quand on réunit son équipe à la météo de la semaine, dire voilà ce qui est prioritaire, voilà ce qui ne l'est pas. Tout ce qui ne va pas rentrer dans ce cadre-là, on va pas le faire. Et en quoi ça, justement, ça aide des personnes vulnérables à trouver leur place? Déjà, la question de la charge de travail. C'est-à-dire que les personnes vont connaître là où elles vont focaliser leur charge de travail. Là où elles vont focaliser leur attention ou leur temps, mais aussi leur énergie. Je vais prendre un autre exemple. Quand je suis arrivée en France, il y a quelques années, ça me rajeunit pas, en 2013, je me suis retrouvée à vivre différentes expériences professionnelles. Et je me suis retrouvée dans des situations avec des quiproquos, des malentendus incroyables, et j'étais en situation de vulnérabilité. Avec le recul, je ne l'assumais pas parce qu'il fallait surtout pas dire ça à ce moment-là. Mais j'étais en situation de vulnérabilité. Parce que je venais d'arriver dans un nouveau pays avec des us et coutumes qui étaient différentes, avec des rapports au travail, la temporalité qui n'était pas du tout la même. Et pour moi, à ce moment-là, tout était important. Et j'ai d'ailleurs très vite connu des surmenages. Parce que je voulais surcompenser. Je voulais en faire beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi. Et l'un de mes managers, je me souviens très bien de cette discussion. On a passé des heures à revoir ma charge de travail pour bien caler et que je me noie pas dans mon verre d'eau. Et c'est là le rôle du manager. Et c'est là où il a posé un cadre, où il t'a appris, ou en tout cas il t'a indiqué, finalement, par rapport à ton rôle, par rapport à ce qu'il attendait de toi. Mon bon niveau. Là où tu devais être au bon niveau, et là où tu pouvais peut-être relâcher un peu la pression que tu te mettais toi-même. Le cadre, c'est fondamental. Il y a un deuxième point que j'ai bien aimé aussi, qui m'a parlé dans ton livre, c'est en fait finalement, tu soulignes un point important face aux vulnérabilités dans l'entreprise, c'est celui pour le dirigeant de se montrer juste. L'enjeu, c'est de trouver le bon curseur, de trouver la bonne distance à adopter. Comment on fait pour construire cette connaissance intime avec ses équipes et puis justement, pour trouver le bon curseur avec chacun, mais aussi cette justesse, ou en tout cas cette justice avec l'ensemble de l'équipe? Alors déjà, il vaut mieux éviter l'arbitraire. Donc c'est pour ça que nous préconisons plutôt de rentrer dans une forme de collégialité. Ça peut ralentir les processus de décision, mais cela montre que, premièrement, il y a une instance de gouvernance, deuxièmement, qu'il y a une forme d'écoute des autres parties prenantes. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir des représentants syndicaux, il peut y avoir des responsables RH qui vont participer à ces instances de gouvernance qui vont permettre de préparer le terrain de ce cadre-là et de le mettre en place dans le quotidien. Et d'assurer le suivi. Parce que le problème qu'on note, c'est que généralement les dispositifs qui sont appliqués pour favoriser, on va dire, les conditions de travail et améliorer l'environnement sécurisant et capacitant pour les travailleurs, en fait, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On n'est pas forcément amené à le faire seul. Et je répète, parce que c'est l'un des problèmes aussi des managers, c'est cette solitude-là décisionnelle qui va même en rajouter en charge mentale et cognitive. Ça me fait penser aussi à un autre point que tu mets en avant, c'est finalement l'incertitude ou le propre stress du dirigeant qui peut aussi l'handicaper justement d'être dans une bonne posture par rapport à son équipe et aux vulnérabilités. On le sait tous, le stress au travail, ça fait partie du quotidien. Et on sait aussi, ou on l'a vécu, le stress, ça diminue l'empathie. Comme si on se mettait dans un réflexe de survie qui nous pousse à nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos propres difficultés. Alors, c'est ça le problème avec le stress, et c'est en ça aussi que gérer le stress ou son stress pour le dirigeant, c'est aussi une façon
d'accepter ou en tout cas d'aller plus vers la vulnérabilité des équipes ? Le stress peut être très bon en matière même de capacité à décider ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Mais le problème, c'est que on croule sous les informations multiples et qu'on ne sait plus les trier. Je dirais que le rôle du manager à ce moment-là, c'est de dire, on n'a pas besoin de crouler sous le stress, tout est sous contrôle, tout va bien. Et 2, s'il y a quelque chose qui arrive, on va savoir gérer, parce qu'on est une équipe forte, on va savoir gérer. J'ai l'impression aussi que, si je me souviens de ce que tu expliquais aussi, c'est que son rôle, et c'est un peu contre-intuitif, c'est de penser d'abord à lui. Ça veut dire que s'occuper d'abord de soi afin de mieux s'occuper des autres. C'est quelque chose que j'ai parfois, moi, tendance à oublier, mais c'est comme quand on prend l'avion en cas de dépressurisation, les consignes sont claires, il faut d'abord mettre son casque avant d'aller aider les autres. C'est la même chose en entreprise quand on veut lutter contre la vulnérabilité ? Je vais te reprendre sur ça, on ne peut pas lutter contre la vulnérabilité. Par contre, on peut lutter contre les fragilités professionnelles. T'as raison. Et alors, c'est la même chose, c'est-à-dire on met d'abord son masque à oxygène à soi, on se met d'abord dans des bonnes conditions, parce que c'est ça la condition pour être bon avec les autres ? Dans nos propositions qui reviennent aussi des pratiques que les managers ont remontées, on a construit un modèle qui s'appelle Sapiens. Et le prendre soin de soi est bien la dernière étape qui revient. Mais il y a aussi une étape avant qui s'appelle l'entraide. Et je pense que le prendre soin de soi vient avec l'entraide. C'est-à-dire que je pense qu'on a une vision très occidentale sur la question de je prends soin de moi, c'est-à-dire je dois me mettre dans une salle et faire un moment de méditation pour respirer. Mais prendre soin de soi peut être aussi de marcher avec son collègue, ça peut être de prendre un café avec soi-même, d'accord ? Mais ça peut être des petites tâches, c'est des petits moments non productifs, informels, qui permettent au manager de respirer et de remettre en perspective ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Parce que effectivement, il peut avoir le manager des conflits de valeurs qui soient très importants. S'il doit prendre une décision très difficile, qui le met mal à l'aise, pour laquelle il n'a pas les mots, ça peut être le début de quelques insomnies. Au début de notre conversation, on a clarifié un peu le contexte de la vulnérabilité en entreprise et puis ensuite, on a partagé ta vision du leader au service de son équipe, celui qui donne un cadre, celui qui se montre juste, celui qui prend soin de lui-même, comme tu viens de le dire, et avant d'aller s'occuper de son équipe. Et en lisant ton livre, j'ai réalisé aussi, à nouveau, en fait, ça me l'a rappelé, que si on comprend et si on considère les vulnérabilités de ses collaborateurs, on peut les utiliser. Et on peut en faire des forces pour son équipe. J'ai l'impression, pour un bénéfice ou un pouvoir que tu mentionnes dans le livre, c'est celui de créer du lien. Je me rappelle les documentaires qu'on diffusait au collège sur le pôle Nord ou sur le pôle Sud. Et puis il y avait plein de manchots quand il faisait froid. Et donc quand ils étaient vulnérables, ils se rapprochaient tous les uns des autres pour se réchauffer là sur la banquise. Et ce que j'ai lu dans ton livre, en tout cas ce dont je me souviens, c'est que finalement chez les humains, ça va encore plus loin. La vulnérabilité, c'est peut-être le seul vrai moyen de rencontrer l'autre et de créer des connexions sincères et authentiques. C'est ça aussi un pouvoir de créer du lien ? Plus on va vers des environnements bouleversants en crise, plus on va être amené à développer des comportements qui soient altruistes. Souvenez-vous des soirées à applaudir le personnel soignant pendant la période pandémique. C'était gratuit d'applaudir, mais en fait on le faisait parce que ça nous permettait nous-mêmes de nous sentir actifs et puis de soutenir ceux qui étaient en première ligne. Mais ça, c'est la théorie de Mauss, donner-prendre, qui rappelle ces questions-là, la différence entre les civilisations, on va dire, primaires et les civilisations modernes. C'est qu'il y a du troc qui est naturel chez l'humain,
Et que effectivement la situation de vulnérabilité, comme elle nous rappelle que tout n'est pas qu'argent, donc il y a des choses qui coûtent cher mais qu'on peut pas acheter. En fait, ça nous rappelle notre humanité dans ces moments-là. Alors créer du lien, humanité, il y a aussi quelque chose qui est de la transformation ou du passage à l'action. J'ai eu l'impression que c'est un peu comme si finalement cette humanité ou ce lien qu'on crée, ça libère une énergie très puissante. Comme si finalement gérer, accepter cette vulnérabilité, la prendre en compte, c'était un tremplin, un booster, et ça nous permettait de démultiplier l'énergie. Ce que je vois, c'est que les personnes que j'ai pu interviewer dans le cadre du livre, pour eux, la vulnérabilité a joué un rôle. Après, de là à pouvoir mesurer dans quelle proportionnalité la vulnérabilité a augmenté leur performance, c'est très compliqué. Mais en tout cas, elle joue un rôle très important. Maintenant, et c'est l'une des particularités, c'est que elle joue un rôle narratif très important pour les personnes, mais elles ne peuvent pas en parler au travail. Les personnes savent que cette vulnérabilité-là joue un rôle, mais de là à en parler, c'est très compliqué. Et donc c'est aux dirigeants d'aller le sentir, d'aller l'accueillir et puis d'aller favoriser le fait que finalement cette vulnérabilité, elle donne des forces quand elle est accompagnée, quand elle est gérée, et elle peut être au service justement de l'équipe, de l'entreprise, du dirigeant lui-même. C'est ça en fait l'énergie, ou en tout cas le booster de l'action dont je parlais. Je pense que le dirigeant a un rôle qui est incontournable. Sans le dirigeant qui prenne la parole dessus, rien ne peut se faire. On va être de l'ordre de l'artisanal, c'est-à-dire que ça va être de l'exception mais non pas de la règle. Le dirigeant va être aussi le sponsor. Il faut absolument un sponsor dans le COMEX sur ces sujets-là. C'est pas forcément le DRH, mais il faut un dirigeant membre de COMEX qui soit sponsor et porte-parole. Le dirigeant facilite l'incarnation, et donc il y a une forme d'exemplarité, car ce qui ne se mesure pas n'existe pas. À un moment dans ton livre, tu interviews la directrice des diversités du groupe L'Oréal. Oui. Et je crois me souvenir qu'elle aborde aussi l'idée de valoriser les compétences développées dans l'adversité. Oui. En fait, ça voudrait dire que des compétences que l'on développe quand on traverse des moments de vulnérabilité, qu'on développe par nécessité dans une situation challengeante, en fait, ces compétences, elles sont plus précieuses ou elles nous rendent plus fortes, elles sont plus utiles à l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, les entreprises sont amenées à vivre aujourd'hui des crises multiples et à traverser des difficultés qui sont sans précédent, et voire avec des superpositions de crises qui ne laissent pas le temps de se reposer. Donc effectivement, des personnes qui ont vécu des situations de vulnérabilité ou qui le vivent encore, qui ont développé des systèmes de récupération, des conditions de créativité, de proactivité et d'adaptation à cette incertitude, parce que en fait, ce qui fait la clé de ce paradigme-là, c'est qu'on s'habitue à ne pas contrôler les choses. On s'habitue que, d'une certaine manière, il y a des choses qu'on va subir et que c'est pas grave, on va les traverser. Cette confiance en soi et en l'avenir, de dire, en fait, je sais que je peux traverser des choses, même très difficiles, parfois impossibles, mais je les fais. Avoir des personnes comme ça dans son équipe, en fait, elles insufflent une dynamique incroyable. Elles insufflent aussi une capacité aussi d'altérité. Mais pour autant, il faut les conditions nécessaires. Et ces conditions, c'est pas parce qu'on va amener quelqu'un en situation de vulnérabilité qu'on va le mettre dans l'équipe que du coup l'équipe va mieux performer. Et ça, c'est toute la... Moi, je dirais la délicatesse, mais aussi la magie. C'est qu'on ne sait pas. On fait un saut dans l'inconnu. A priori, ça va bien se passer. Mais il faut arriver à développer cette agilité-là. C'est-à-dire que l'entreprise demande à ses salariés d'être agiles. Si
l'organisation en elle-même n'est pas en capacité de s'appliquer cette agilité, les salariés ne vont pas pouvoir le faire. Pour reprendre cette idée, cette agilité, c'est cette capacité à détecter que une personne de l'équipe a traversé un moment, elle s'en est sortie, et justement de savoir utiliser ce qu'elle a développé, ses capacités à changer, à innover, à se transformer. Et si on sait l'accueillir correctement, ça sert aussi beaucoup l'entreprise. Comme tout être humain, l'être humain a envie d'être en flow. Il a envie d'être utile, il a envie d'être créatif, d'être productif, d'être reconnu, valorisé par son travail. Si on met les personnes dans des bonnes conditions, il va y avoir des fleurs et des fruits. C'est normal. On arrive à la fin de cet épisode de Chiche, et traditionnellement, c'est le moment où je reprends notre conversation et j'essaie de reprendre ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. C'est ma façon un peu subjective de reprendre ta pensée telle que je l'ai entendue, écoutée ce matin durant notre entretien, ma façon de te restituer cet échange passionnant. Alors en conversant avec toi, j'ai retenu plusieurs choses. Tout d'abord que la vulnérabilité, ça crée du lien et quand c'est bien géré, on en sort grandi, individuellement et collectivement. Quand on pense vulnérabilité, on pense assez souvent isolement, détresse. Quand on dit les vulnérables, on pense souvent aux malades, aux personnes âgées, exclues, isolées socialement. Des catégories qu'en entreprise, on a parfois tendance à fuir ou en tout cas à mettre en opposition à la performance. Ce que je retiens, c'est que toutes celles et tous ceux qui se confrontent directement à la vulnérabilité en sortent grandis. Ensuite, je retiens de notre conversation que la vulnérabilité, c'est aussi le garant d'une performance durable. C'est aussi une approche dont on a discuté avec Olivier Amand dans l'épisode précédent, qui nous expliquait que c'était moins la performance que la robustesse qu'il fallait chercher. Mais si on reste sur cette idée de performance, ce que tu nous dis et ce que ça m'évoque, c'est qu'il faut réécrire les pratiques de nos organisations, de nos entreprises pour être durables. Il faut réinventer, il faut arrêter de considérer les individus comme des molécules interchangeables, mais plutôt apprécier chaque potentiel. Tu disais s'ouvrir à la singularité plutôt que de rechercher une équipe homogène. Et c'est là que la performance devient durable et que ça nous permet de réagir plus vite et mieux à la gestion des crises, justement. Et enfin, notre discussion me rappelle ce à quoi je crois tellement fort, c'est que tout doit commencer par une intention. Une intention pour le dirigeant dont on a parlé aujourd'hui. L'intention de faire de l'entreprise un espace de sécurité ou d'épanouissement. Et ça me parle parce que c'est aussi avec cette intention que je fais mon métier de coach tous les jours. Parce que c'est aussi avec cette même intention que je nous propose à tous de contribuer au leadership dont le monde a besoin. Voilà en quelques mots ce que cette conversation m'inspire. Et voilà ma façon de la repartager avec toi. Merci. Merci Boutena d'avoir joué le jeu de ce podcast et d'avoir partagé ton expérience de la vulnérabilité bien prise en compte dans l'entreprise. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à lire ton livre, très concret, plein de recettes pour ces questions qu'on se pose tous les jours, plein d'ouverture pour ces questions qu'on se pose tous les jours. Et puis à nous maintenant tous de repartir avec cette intention justement de manager les vulnérabilités dans nos équipes. Chiche ? Chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Joget ou par email à l'adresse chiche@marcjoget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.